Impeccable. Et donc, la dernière fois, ça remonte à loin, mais est-ce que vous avez des souvenirs de ce qu'on avait fait? Je crois qu'on Vous avez avait le droit de reparlé des regarder. deux vérités. Ouais, très bien. Très Ouais, bien. c'était ça. Super. Vous aviez On aussi avait parlé fait- d'une. Moi, j'ai mis un exemple d'une cuillère qui est d'un côté. Donc, il y a la nature conventionnelle et puis la nature ultime qui est de l'autre côté. Tout à fait. Très bien. Oui, que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est Voilà. impossible. Génial. Alors, j'ai pris ouais, une cuillère, exemple. Très bien. Excellent. On avait vu aussi, on avait vu les phénomènes imputés et substantiels. Rosemary, oui. En Ouais. effet. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, les simples imputations. Ça, Oui, très bien. ça a été compliqué, en tout cas pour moi. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Pour moi On va aussi. revenir dessus. Voilà, bon, après, Dans les phénomènes imputés, moi j'ai mis le temps. Pour percevoir le temps, on a besoin d'une montre ou d'un soleil, parce qu'effectivement, on s'est fabriqué le temps. En fait, Oui. avec nos ancêtres, avec un gnomon, disons, ils ont étudié l'ombre du soleil tout au long de la journée. Et puis c'est un après, phénomène imputé. c'est un phénomène imputé, parce qu'en fait, le temps n'existe pas. C'est ça, hein? Très bien. Le temps, en fait, le temps n'existe pas, on pourrait le débattre, mais donc si le temps n'existe pas, on Comme pourrait se tel, dire, comme on voilà, le donne, quoi. tout à fait, tel qu'il nous apparaît, etc. En effet, on verra tout ça. J'ai C'est appris génial. justement que dans une gare à Genève, je ne sais pas Oui, si je l'avais déjà dit, dans la gare de Cornavin, il y avait l'heure de Berne, l'heure de Genève et l'heure de Paris. d'accord. Il y avait Salut, des bonsoir. Salut Rachel. Oui, Bonsoir. Donc, c'est vraiment, là, je vois bien ce que c'est qu'un phénomène imputé, parce qu'en fait, ça, après, on a travaillé ce temps pour, après, faire des fuseaux horaires. Il y a eu des disputes avec les fuseaux horaires, disons, les gens n'étaient pas d'accord, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit nous-mêmes, en fait, en tant qu'humains. oui, C'est tout ça, à fait. Les heures, en effet, c'est vrai que qu'est-ce qui fait qu'une journée fait 24 heures? Bah, c'est surtout calé sur la révolution de la planète, c'est surtout ça, Mais autour du pourquoi Soleil. c'est midi à Paris, à Genève, et puis pas aux États-Unis, par exemple, à New York, etc. Ça, on l'a fabriqué, disons. Enfin, toujours en lien avec la nature, mais on s'est imposé des choses là. Tout à fait, exactement. Donc c'est pourquoi, en effet, le temps est un phénomène imputé. Donc un phénomène imputé, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ce vocabulaire. Substantiel parce que bah, la montre, elle est substantielle parce qu'on n'a pas besoin de passer par autre chose pour appréhender cette montre. En fait, la montre est perçue directement et de manière explicite et il n'y a pas besoin de passer par autre chose. Alors bien sûr on pourrait débattre là-dessus, on pourrait dire la couleur de la montre n'est pas la montre, la forme de la montre n'est pas la montre. Et donc on est obligé de passer par autre chose que la montre. Mais en fait, la montre, c'est qu'une forme en fait. C'est qu'une forme matérielle, etc. Et donc la couleur de la montre est une forme aussi matérielle, son contour est une forme matérielle. Donc en fait, c'est la montre et son contour et sa couleur, même si c'est pas tout à fait la même chose, euh, quand on voit la couleur de la montre ou la forme de la montre, on voit la montre en fait. Alors que le temps par lui-même, en fait, il est impalpable. Il est impalpable, c'est un phénomène composé non associé. Donc c'est-à-dire que c'est ni de la forme ni de la conscience. Donc on peut pas appréhender avec nos yeux comme ça, pur et dur, tout seul de son côté. On a besoin d'une montre pour percevoir le temps. Et comme on a besoin d'autre chose que le temps lui-même pour le percevoir, c'est un phénomène imputé. Ouais. Donc juste une chose, substantielle et conventionnelle, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose parce que, par exemple, le temps aussi est conventionnel. Ouais. Ouais. Mais il n'est pas substantiel. Et le temps n'est pas substantiel, exactement. D'accord. Et donc, ça veut dire que conventionnel, vous avez, dans les vérités conventionnelles, vous avez des phénomènes substantiels et des phénomènes imputés. La personne est un phénomène imputé, et c'est conventionnel aussi, ouais. Ok. Attends, Ouais, ça vous parle? répète là. Oui.
Donc, au sein de la convention des vérités conventionnelles, vous avez les substantielles et les imputés, ouais. D'accord. Par exemple, la personne, c'est un phénomène imputé et c'est un phénomène conventionnel. Comme une table. Parce que la table, Comme- j'ai noté, la table est un phénomène conventionnel parce qu'on voit la table, donc c'est une convention. Et puis la table Oui. est un phénomène imputé parce qu'il doit y avoir des pieds, un plateau, une couleur, une Mais matière. la table est aussi un phénomène substantiel, hein. Alors, c'est ça où on voit en effet que du Hmm. point de vue du prasangika, tout ce qui existe est un phénomène simplement imputé. Tout ce qui existe est simplement imputé. Pourquoi? Parce que si on cherche le phénomène dans ses caractéristiques, on ne peut pas le trouver. Ouais. C'est-à-dire que D'accord. Oui, 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 d'accord. la table n'est pas son plateau, n'est pas ses planches, n'est pas sa couleur, n'est pas tout ça. Et donc, ça veut dire que la table, elle existe, mais elle n'existe pas dans sa base d'imputation. Et comme elle existe et qu'elle n'est pas sa base d'imputation, c'est un phénomène simplement imputé. Ouais, Oui. Et ça, c'est selon les prasangika, madhyamika, c'est ça. exactement, tout à fait. Parce que chez les autres, Exactement. c'est pas tout à fait ça. Exactement. Pour les Hmm. autres écoles, en fait, on pourrait dire que pour le Swatantrika Madhyamika, par exemple, une table aussi est imputée par une conscience non défectueuse. Par exemple, une conscience visuelle. Par une conscience visuelle, elle, elle valide la présence de la table. Mais pour les Swatantrika, il y a quand même 50% du côté de l'objet. La table a une existence inhérente conventionnellement. Ça veut dire qu'elle existe par ses propres caractéristiques conventionnellement. Si on cherche vraiment la table, on la trouve dans ses parties. C'est-à-dire qu'on dira, bah, c'est les parties de la table, si on la cherche vraiment. Donc ça veut dire que les Swatantrika disent la table est imputée, mais ils acceptent quand même 50% du côté de l'objet. Et les Prasangika arrivent et disent vos 50%, c'est comme si c'était 100%, puisque si l'objet existait de son propre côté, quel besoin a-t-il d'être validé par une conscience non défectueuse? Hmm. On y reviendra. On y reviendra, c'est promis. D'ailleurs, Sasante va en parler aujourd'hui dans la différence entre le Swatantrika et le Prasangika. Donc, c'est des notions très difficiles, c'est très technique, très difficile. Donc, on ne peut pas espérer envisager ça d'une manière appropriée juste en quelques sessions. C'est pas possible, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc, c'est normal si on patauge un peu. Je vous rassure un peu. Ok, très bien. Donc, on aura largement d'en reparler parce que tout le livre est là-dessus, en fait, hein, puisque c'est du point de vue prasangika, mais bien sûr, Sainte va mentionner et Shantideva lui-même mentionne d'autres points de vue. Très bien, donc je crois qu'on était arrivé à la page 36, ouais. Enfin, 35 pour vous, je crois. On était vers le commentaire de Minya Kunzang Senam présente les deux vérités selon deux perspectives différentes. Du point de vue de notre expérience quotidienne, la réalité du monde est conventionnelle et relative. Ouais, vous avez le passage, vous êtes dessus? Non. Alors c'est pour moi 36, donc pour vous, ça doit être 35 ou 34. On avait vu, vous vous souvenez, il y avait plusieurs groupes d'érudits qui parlaient des connaissables, etc. Et à un moment donné, Sainte parle de cette troisième approche qui se fonde sur des sources indiennes plus autorisées, telles que le Compendium des instructions de Shantideva, dans lequel l'auteur désigne explicitement les connaissables comme la base de division des deux vérités. Ça, c'est ce qu'on s'était arrêté là, je crois. Ouais? Oui, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, On 30. s'est arrêté là. ouais, c'est quelle page pour vous? Alors, là, on est rendu au début de la 34. Tout au Début de la début. 34, parfait. Le Merci. commentaire de Mignac. Lignac. Ah oui. Voilà, exactement, tout à fait. Début de la 34, ouais. Ça va? Super. Ok. Le commentaire de Minya Kuzanzonam présente les deux vérités selon deux perspectives différentes. Vous vous souvenez, on avait parlé de la machine à rayon X ultime et la machine à rayon X conventionnelle, ouais? C'est un petit peu ça. Très bien. Du point de vue de notre expérience quotidienne, la réalité du monde est conventionnelle et relative. C'est notre expérience quotidienne, en fait. La réalité du monde est conventionnelle et relative. Du point de vue de la nature ultime des choses, la réalité est la vacuité, vérité ultime. Donc eux, ils ont mis absolu, mais ça, on peut le virer. Les deux vérités sont alors ici comprises comme des approches différentes d'un seul et même monde. Donc ça, c'est très important. C'est comment est-ce que les deux vérités
sont comprises du point de vue Madhyamika? Comment est-ce que les deux vérités sont comprises? Parce que pour les écoles du véhicule fondamental, les deux vérités, c'est deux trucs qui n'ont vraiment rien à voir, en fait, l'un avec l'autre. Vous vous souvenez, chez les Vaibhashika, quand on avait étudié les deux vérités du point de vue de sa sainteté avec un autre regard, on avait vu que pour les Vaibhashika, une vérité ultime, c'était quoi? Rachel cherche, tu es en train de faire un Google dans ton esprit. Il y avait une histoire de marteau et tout ça, non? Ça vous parle? Laurence, assez Je tableau. regarde le tableau. J'ai ça au mur. Waouh, excellent. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit bien mentionné, par contre, dans ce Non. tableau-là. Mais on avait vu que, en fait, une vérité ultime pour les Vaibhashikas, c'est une vérité c'est un phénomène qui résiste à l'analyse. Ouais. C'est un phénomène qui continue d'être appréhendé par l'esprit, même si c'est cassé en plusieurs morceaux, physiquement ou mentalement. Ouais. Donc, quel type d'illustration on pourrait avoir comme vérité ultime pour les Vaibhashikas? Qu'est-ce qui pourrait résister à une analyse? Qu'est-ce qui pourrait continuer de garder son entité même quand c'est pulvérisé? Le diamant? Non. Non. Non, on pourrait parler des particules infinitésimales ou des moments de conscience infinitésimaux ou des phénomènes incomposés, par exemple. Oui, pour les Vaibhashikas, c'est des vérités ultimes. Et les vérités conventionnelles, c'est tout ce qui est fabriqué par ça. Par exemple, une table, c'est une vérité conventionnelle parce qu'on peut la casser en 1000 morceaux. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, on serait tenté de dire que bah, c'est quand même des entités différentes, c'est quand même des entités séparées, les deux vérités. Alors que pour les écoles du grand véhicule, le Mahayana, les écoles mahayanistes, les deux vérités sont une même entité. Qu'est-ce que ça veut dire être une même entité? Ça correspond à la même chose, mais en le définissant d'une manière différente. Oui, on pourrait dire ça, tout à fait. Oui, oui. C'est très proche, en effet, c'est ça. C'est-à-dire que si on pointe du doigt vers l'objet, on pointe du doigt vers ces deux vérités. Donc, Oui. si on pointe du doigt vers une table, on pointe du doigt vers une vérité conventionnelle et on pointe du doigt vers sa vérité ultime aussi, puisque la vérité ultime de la table n'est pas ailleurs que là où se trouve la table. Ouais, Oui. vous êtes d'accord? Oui. La vacuité de la table n'est pas dans le salon et la table dans la cuisine. La vacuité de la table se trouve la table. Ouais. Si vous Oui. pointez du doigt vers l'objet, vous avez nécessairement les deux vérités qui sont dans le même objet. Donc, ça veut dire qu'elles sont une même entité. Ouais, Oui. très bien, bravo, bravo. Excellent. Et donc, elles sont une même entité du point de vue de deux perspectives différentes. Oui. Elle, la table, en l'occurrence, va être appréhendée par une cognition valide conventionnelle, parce qu'elle sera trouvée dans la machine à rayon X conventionnelle. Ouais. Alors que la vérité ultime de la table, est-ce qu'elle peut être appréhendée par une cognition valide conventionnelle? Non, c'est. Non. En effet. Exactement, par une cognition valide ultime, en effet, qui recherche le véritable mode d'être de la table. Et donc, cette cognition valide ultime va appréhender la vérité ultime de cette table. Ouais. Très bien. Donc, c'est-à-dire que du point de vue de ces deux perspectives, on a deux natures différentes, mais ces deux natures différentes sont au sein d'un même objet, sont une même entité. Ouais. Très bien. OK. Très bien. Donc, dans son Madhyamakavatara, Acharya Chandrakirti affirme que toutes les choses et tous les événements ont deux natures ou aspects. Parce que c'est pas uniquement deux perspectives, dans le sens où c'est pas uniquement deux perspectives par rapport à un seul et même objet, dans le sens deux perspectives. Ça voudrait dire que si les deux vérités, la nature ultime, la vérité ultime et la vérité conventionnelle, c'était
uniquement deux perspectives différentes, ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir l'appréhension des deux vérités en même temps, comme pour un Bouddha. Un Bouddha perçoit les deux vérités en même temps. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait, comment dire, soit une perspective, soit une autre, mais on ne pourrait pas avoir les deux en même temps. Par exemple, il y a certains tableaux qui sont comme ça, des tableaux que vous regardez à gauche, depuis la gauche, et donc ça donne une image. Et après, vous vous déplacez, et le tableau, quand vous le regardez depuis la droite, il donne une autre image. Ouais? Ça vous est déjà arrivé de voir ça? Oui, Parce que c'est l'optique. c'est un effet d'optique, exactement. Et donc, ça veut dire que, de ce point de vue-là, c'est juste deux perspectives différentes. Mais en fait, les deux vérités, c'est vraiment deux natures, c'est deux existants différents, c'est deux connaissables différents. C'est pas uniquement deux perspectives différentes. C'est des objets appréhendés par des perspectives différentes. Ouais, donc c'est quand même des phénomènes qui existent là. C'est pas que la perspective elle-même. Ouais, c'est ce qui est réalisé par ces perspectives-là, par une perspective conventionnelle ou une perspective ultime. Ouais. Très bien, donc c'est pourquoi sa sainteté dit ce sont deux natures. Il y a deux natures. Ça ne veut pas dire que ce soit deux entités différentes, hein, ça veut dire que ce sont deux phénomènes qui sont au sein de la même entité, les deux vérités. Ouais? Ça va? Ouais? Oui. Ok, très bien. Ok, donc l'aspect conventionnel ou relatif nous est connu grâce à notre expérience des phénomènes, tandis que l'aspect ultime n'est perçu que si l'on accède à une perspective ultime. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres ordinaires, bah, c'est très difficile si on n'a pas une approche de la voie médiane, si on n'a pas cette approche de l'art de la sagesse, etc. On n'est que dans le règne du conventionnel. Ouais, parce que la vacuité n'est pas un phénomène évident. Ouais, vous vous souvenez, on avait parlé de trois types de phénomènes, les phénomènes évidents, les phénomènes semi-cachés et les phénomènes très cachés. Oui. Ouais. Oui. Quel type de phénomène évident vous pourriez donner, par exemple? Ben, la plante, par exemple. Praline. Praline est un phénomène évident. Quoi d'autre? Qui d'autre? Une plante, Une plante est un phénomène évident. On pourrait dire Et- manifeste aussi. Évident, manifeste, c'est pareil. et Oui. semi-caché, ça serait que on commence à voir, par exemple, au cours des jours, les feuilles un peu jaunir, pour montrer cette Oui. impermanence. Très bien. Donc, on pourrait dire l'impermanence de la plante serait un phénomène semi-caché. Pourquoi semi-caché? Parce que quand je vais la regarder là aujourd'hui comme ça, j'ai l'impression que c'est une entité qui ne va pas bouger. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que l'impermanence subtile n'est pas réalisée par notre conscience visuelle, par exemple. Pas du moment. Ouais. Très Par bien. contre, c'est le fait de mémoriser l'image de cette plante jour après jour qui fait qu'on commence à voir qu'il y a une impermanence. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut employer nos concepts, un certain souvenir, etc. Il faut employer nos concepts pour avoir accès à cette impermanence subtile. OK. Donc, ça veut dire que si on emploie une inférence, une déduction logique pour avoir accès à un phénomène, ça veut dire que ce phénomène est semi-caché. Ouais. La vacuité en fait partie de ces phénomènes semi-cachés. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à la vacuité grâce à une inférence, une déduction logique. Ouais. Même si ultimement, bien sûr, il faut avoir une réalisation directe. Mais au début, on est obligé de passer par un portrait robot, en fait, hein, de la vacuité, un portrait robot conceptuel. Très bien, les phénomènes extrêmement cachés, bah, par exemple la durée des airs cosmiques, les, les rouages extrêmement subtils de la causalité karmique, etc. Donc ça, c'est extrêmement caché. Donc là, ça demande l'appui d'un témoignage valide, le témoignage d'un omniscient, etc., etc. Mais sans cela, on peut essayer de certifier l'impermanence subtile ou la vacuité en employant des raisonnements. Ouais, donc la vacuité et l'impermanence subtile sont des phénomènes semi-cachés. Très bien. Et donc, en fait, tout le reste, en fait, tout ce qui apparaît à nos sens, en fait, tout ce que réalisent nos sens directement, sans avoir besoin de raisonner, tout ça, c'est les phénomènes manifestes. Et du point de vue du Madhyamaka, c'est des vérités conventionnelles, des vérités relatives. Ouais. Sauf que nous, en tant qu'êtres ordinaires, on ne prend pas cela pour la vérité, pour des vérités conventionnelles. Pour nous, c'est la réalité pure et dure. Ouais. Si on n'a pas une approche du Madhyamaka, on se dit bah, tout ce qu'on perçoit avec nos yeux, nos oreilles, notre nez, etc., etc.,
Tout ça, pour nous, c'est la réalité pure et dure. Il y a Et la que réalité si on... pure et dure, elle est très vite détruite par exemple, moi je vois quelque chose de rouge, par exemple, l'autre personne verra quelque chose la même chose, mais rose ou comme ça. Nos opinions font que c'est toujours elle tient pas tellement la vérité conventionnelle, quoi, ou elle est multiple. Exactement, elle a ses limites. Elle a ses limites. C'est pourquoi, au bout d'un moment, on peut se poser la question, tiens, peut-être que les choses n'existent pas exactement de la façon dont elles nous apparaissent. Et donc là, on commence à se poser la question et se dire peut-être qu'il y a une réalité ultime derrière le décor. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus abouti, plus ultime, plus final que ce qui nous apparaît en l'état actuel. Ouais. Donc c'est là où justement on peut se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose de plus subtil, peut-être que au-delà des apparences, en effet. J'ai une Très bien. question au niveau de la Oui. réalité ultime. Est-ce que deux réalités ultimes, alors je sais pas, on prend une table et une chaise, voilà, ça peut être n'importe quoi, mais deux choses différentes, deux vérités conventionnelles différentes. Si on regarde leur vérité ultime, est-ce que ces deux vérités ultimes sont les mêmes ou elles sont différentes aussi? Très bonne question. Qui veut essayer de répondre? Moi, je pense que comme on est tous de la poussière d'étoiles, donc si on regarde les vérités ultimes des humains, des galaxies, des planètes, etc., il y a une vérité ultime parce qu'on est tous formés des mêmes matériaux, en fait. Oui, Pour moi. d'accord. Ok. Par Donc ça voudrait contre, dire qu'il y quand... aurait Non, moi, une seule vérité ultime, c'est ça? non. Non? Enfin, Alors, il y a des Charles, débats. je vais nous enseigner. Oui, Rosemary. Par exemple, on reprend l'histoire de la cuillère. Pour tout objet, il y a une forme convexe et une forme concave. Donc, je dirais que même s'il y a peut-être un lien, mais à un moment donné, chaque vérité conventionnelle a sa propre vérité ultime, mais ce n'est pas la même vérité ultime. Ah, Mais comme c'est une négation non affirmative, c'est la même chose. oui. Waouh. Et Rachel, tu veux donner un élément de réponse? C'est la même chose ou c'est différent? Moi, j'avais comparé ça par rapport à la vacuité. Je me suis dit, vu que chaque phénomène a sa vacuité, je me suis dit, chaque phénomène ou chaque chose a sa vérité ultime. Oui, très bien. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose. Que ce Ouais. soit la même. Ce serait pas Pour moi, non. Enfin, je ne sais pas. Mais de toute façon, comme en fait, ce qu'on est supposé dire qui n'existe pas n'existe pas, donc ce qui n'existe pas n'existe pas aussi. Oui, c'est vrai, Stache. Bah, parce qu'en fait, on dit que quelque chose n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, ce qu'on dit qui n'existe pas n'existe pas. Oui. Donc du coup, on doit encore aller plus loin. C'est comme la licorne et puis le lapin à cornes. Oui. En fait, Est-ce que c'est ça la même devient de chose? plus en plus subtil ou je sais pas. Parce Oui. que réfuter quelque chose qui n'existe pas, Oui. ben, du coup, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Donc nous, on est en train de dire que quelque chose n'existe pas de quelque chose qui n'existe pas. Donc ça devient un peu compliqué. Oui. Oh. Est-ce qu'une licorne est un lapin à cornes? C'est deux choses qui n'existent pas. Oui, mais Oui. ça, c'est pas pareil. Ah, Ça, c'est pas pareil parce que là, c'est pas quelque chose qui est existant. Oui, mais la subtilité, moi j'aimerais bien comprendre la subtilité entre non existant et enfin, cette forme négative et le non existant pur. C'est quoi? ah, la négation non affirmative et le non existant. Ben, en fait, une négation non affirmative, cette négation existe. C'est un phénomène. Oui, parce que la définition d'une négation, c'est quoi? C'est rang ngusu topelu, rang gigaja, ngusu tiene togubeche. Et donc, c'est un phénomène qui doit être réalisé par la conscience qui le réalise explicitement en ayant éliminé explicitement son objet de négation. Donc, c'est un phénomène qui doit être réalisé. Ça doit exister, une négation. Ouais.
Ok, Ulama Jetsunpa va donner une autre définition, mais ça revient au même. Il dit Torpar Jawa. Il dit Ranzing et le Rangi Gajal Ngusu Chebe Gone Torpar Jawa. Donc, un phénomène ce qui doit être réalisé par la conscience qui le réalise en ayant éliminé explicitement son objet de négation. Donc, ça revient au même. Il faut que ce soit quelque chose qui doit être réalisé, ça doit être un phénomène, une négation. Mais ce qu'elle nie, cette négation, ça existe ou pas? D'accord. Ce qu'elle nie, ben, ça dépend de je sais pas, où on se positionne. Normalement, en conventionnel, oui, mais en ultime, non. Je sais pas. D'accord. Si par exemple on dit en effet, si on dit par exemple Mogwai n'est pas dans le temple, est-ce que Mogwai est un non-existant pour autant? Non. Mais c'est Non, un d'accord. non-existant dans le temple. Ouais, très D'accord. bien. C'est une négation affirmative. Alors, en effet, en fait, on dirait, dans ce cas-là, si on dit l'absence de Mogwai dans le temple, là, c'est une négation non affirmative. Non Mais si on affirmative. dit le temple dénué de la présence de Mogwai, là, dans ce cas-là, c'est une négation affirmative. Affirmative. Et quoi qu'il en soit, en fait, en effet, il y a des négations non affirmatives qui ont pour objet de négation soit un existant, soit un non-existant. Par exemple, si on dit il n'y a pas d'éléphant rose, donc cette absence d'éléphant rose, en effet, c'est la négation d'un non-existant, parce qu'il n'y a jamais eu d'éléphant rose. Par contre, si on dit il n'y a pas d'éléphant dans le temple, là, c'est la négation d'un existant en général, mais qui D'accord. n'existe pas dans le temple. Ouais, quand on dit Mais il n'y a pas de... Oui, oui, quand on dit, par exemple, il y a une table, pour qu'il y ait oui, une table, il faut qu'il y ait une absence. En fait, pour séparer la table, il faut qu'il y ait une non-table. oui, Parce que sinon, on ne peut pas dire qu'il y a une table. oui, Donc, il faut réfuter quelque chose pour que quelque chose existe finalement. oui, et la réfutation est seulement implicite. Simplement implicite, puisque n'importe quel phénomène est nécessairement l'exclusion de tous les autres phénomènes. Oui. Ouais. Et donc, ça, c'est une exclusion implicite. Et donc, ça veut dire que la table n'est pas une négation. La table est un phénomène positif. Si on disait la table qui est l'exclusion de toutes les autres, là, oui, on formulerait explicitement une négation, et donc la table serait une négation dans ce cas-là. Oui, Okay. très bien. Donc maintenant, si on dit la vacuité d'existence inhérente, la vacuité d'existence inhérente de la table, la vacuité d'existence inhérente du temple, est-ce que c'est une même vacuité ou des vacuités différentes? C'est là où la question est difficile parce que elles ont la même saveur. Elles ont la même saveur. C'est toujours une même profondeur, une même vacuité d'existence inhérente, mais elle qualifie des bases différentes. Elle qualifie une table, ou elle est la caractéristique d'une table, ou la caractéristique d'un temple. Si par exemple, on pourrait prendre cet exemple-là. Prenons la table. La table est vide d'existence propre. Donc la table a sa propre vérité ultime. Le temple a sa propre vérité ultime. Si on prend la table et qu'on la casse, que devient sa vacuité? Elle est cassée. Elle est cassée là. Elle n'est plus là. Et donc, si c'était un seul et même phénomène, la vacuité de la table et la vacuité du temple, ça veut dire que quand la table disparaît, Celle du sa temple, vacuité c'est pas là non plus. exactement, le temple cesserait d'être vide d'existence inhérente. Mais c'est pour ça qu'avec la vérité ultime, si tous les phénomènes auraient la même vérité ultime, si la table casse, sa vérité n'est plus là, donc toutes les autres vérités ne seraient plus là non plus. Exactement, bravo, c'est tout à fait ça. Et ce n'est pas le cas, en effet. Voilà. Sinon, il faudrait attendre, et en fait, il faudrait que tous les phénomènes de l'univers soient doués d'existence inhérente pour attendre que cette table, qui, elle, est vide d'existence inhérente, C'est ça. et qu'ils deviennent à ce moment-là vides d'existence inhérente, ces phénomènes. Si on casse une table, Ouais. sa vérité ultime, elle change quand même? Alors, est-ce qu'elle change ou pas? Là, ça pose question, parce que si on dit elle change, ça veut dire qu'elle est impermanente. Et Oui. est-ce qu'une simple absence, est-ce qu'une négation non affirmative peut être impermanente? Donc en fait, on dira simplement qu'elle quitte l'existence, que sa vacuité quitte l'existence. Mais c'est le même problème que quand la table est produite. Quand la table est produite, est-ce que sa vacuité est produite pour autant? Non, sa vacuité vient à l'existence.
Et quand la table cesse d'exister, sa vacuité cesse d'exister. Mais ça ne veut pas dire que la vacuité de la table aura été produite et aura changé, etc. Ouais. Ça va? Oui. Très bien. Donc c'est une même vacuité ou des vacuités différentes? Différentes. Je dirais C'est des différent. vacuités différentes, mais qui ont la même saveur. Voilà. Ouais. Excellent, très très bien. C'est super. Donc ça, bien sûr, ça va se clarifier progressivement au fil du texte, hein. Très bien. Nous voyons bien ici que les deux vérités sont définies comme deux perspectives différentes, celle de notre expérience quotidienne et celle de la sagesse véritable, de la nature ultime de la réalité. Donc, il y a les conventions qui sont les objets des cognitions valides conventionnelles et il y a leur vérité ultime à toutes ces conventions qui sont les objets d'une conscience rationnelle, une sagesse de la nature ultime. Ouais. Et donc, c'est deux perspectives différentes et donc, qui ont nécessairement des objets différents. Très bien. Quand nous examinons la nature de la réalité des choses et des événements, par exemple des objets quotidiens tels que les tables, les chaises, les vases et les fleurs, le degré de réalité que nous percevons au niveau de notre expérience relève de la vérité relative, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Si on est un être ordinaire qui n'a aucune approche de la voie médiane, pour nous, tout ce qui est rencontré au cours de notre existence, c'est ça la réalité pure et dure. C'est que quand on commence à se poser peut-être qu'il y a des réalités différentes, appréhendées par différentes personnes, etc., qu'il y a une certaine relativité dans la réalité. Et là, on commence à se poser des questions et on commence à peut-être se diriger vers l'ultime. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, notre réalité quotidienne, c'est la seule et unique réalité. Et il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est même pas compris comme une vérité relative, c'est compris comme étant une réalité ultime, d'où la dichotomie qu'il y a entre l'apparence des choses et leur véritable mode d'être. On est totalement obnubilé par les apparences, on adhère aux apparences d'existence inhérente, et ça coupe là, le Wi-Fi, non? Ça va? Non, ça va. Ok, ça a l'air de couper, ok, très bien. Et donc, en fait, pour nous, tout ce qu'on appréhende, et nous-mêmes, notre propre personne, c'est la réalité ultime. Alors qu'on est complètement à côté de la plaque. Nous sommes une vérité conventionnelle, mais on s'appréhende soi-même comme étant une réalité pure et dure, une réalité ultime. D'où le problème de l'ignorance, du karma, des formations karmiques, de la conscience et du reste des 12 liens de production dépendante. Ouais. Ok. Donc, tant que ce cadre nous convient, nous restons au niveau de l'expérience et de la validité conventionnelle accordée au phénomène. C'est-à-dire qu'en effet, nous avons une existence conventionnelle et cette existence conventionnelle peut être certifiée par une cognition valide conventionnelle. Dès que ce cadre ne nous suffit plus et que nous voulons en franchir les limites, nous sommes en fait à la recherche de l'essence même ou de l'identité profonde de l'objet examiné. C'est exactement le même problème avec les clés. Quand on cherche nos clés dans la pièce, est-ce qu'on fait une recherche conventionnelle ou une recherche ultime? Conventionnel. Conventionnelle, exactement. Si maintenant qu'on les a trouvées et qu'on cherche les clés dans leurs parties constituantes, dans leurs caractéristiques, etc., on ne fait plus une recherche conventionnelle, on fait une recherche ultime. Ouais. C'est qu'on ne se satisfait plus de la simple trouvaille conventionnelle. Ouais. Excellent. Excellent. Ok. Et ce que nous découvrons par cette analyse, c'est que les choses et les événements se révèlent en fait introuvables. C'est introuvable. Il est impossible de trouver les clés dans leur base d'imputation, de trouver la table dans sa base d'imputation, de trouver la personne dans ses agrégats. C'est impossible. Ouais. Et donc, ça peut faire peur. Parce qu'on se dit, mais il n'y a rien à trouver à ce moment-là. Non, il n'y a rien à trouver ultimement. Ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose à trouver en général. Conventionnellement, il y a quelqu'un à trouver. Il y a quelqu'un qui est là, conventionnellement, en général. Mais il n'y a rien à trouver ultimement. Et pour les Prasangika, ça suffit que quelque chose puisse être trouvé conventionnellement, ça suffit largement pour dire que cette personne existe conventionnellement, que cette table existe conventionnellement. Il n'y a pas besoin pour les Prasangika que quelque chose existe ultimement pour exister. Ça va? Oui. Ouais. Bravo. Très bien. Une fois engagés sur cette voie, nous envisageons les choses et les événements à leur niveau ultime, qui est leur totale vacuité. Il s'agit là de la vacuité d'existence
intrinsèque, de l'absence de toute identité ou de toute existence des choses et des événements en soi. Donc c'est là où on a plusieurs équivalents dans la terminologie: existence en soi, existence intrinsèque, existence indépendante, existence absolue, existence ultime, existence par ses propres caractéristiques, existence de manière purement objective. Tout ça, c'est équivalent. Et c'est réfuté par le Prasangika. Rien n'a d'existence ultime, absolue, par ses propres caractéristiques, indépendant, etc., etc. Ouais? Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'objet de négation quand on parle de la vacuité. Les choses sont vides de quoi? Quand on dit une tasse. Existence inhérente. Voilà, exactement. Une existence indépendante, inhérente, etc. On ne dit jamais que l'objet de négation, c'est l'existence. On ne dit jamais les phénomènes sont vides d'existence. Sinon, ça voudrait dire quoi? Bah, tout serait vide, enfin qu'il n'y a rien. Qui n'existerait pas, exactement. Si on dit les choses sont vides d'existence, sont dénuées d'existence, bah, c'est comme si on disait bah, on est nihiliste, il n'y a rien qui existe. Et donc, ce n'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. On est en train de rechercher comme objet de négation pas l'existence absolue, inhérente, etc. L'existence de son propre côté, sans que nous y soyons pour quelque chose. Ouais. Et donc, c'est très similaire, bien sûr, à la mécanique quantique. Hein. C'est exactement pareil. Si on essaie de vérifier un objet, on essaie d'analyser, de pointer du doigt un objet, il est impossible de le trouver. On ne trouve que des probabilités. Ouais. Donc, ça, c'est très intéressant. Très intéressant. OK. Très bien. La vacuité d'existence intrinsèque. Nous comprenons donc maintenant que les deux vérités s'appréhendent clairement comme deux perspectives différentes, et donc deux objets de deux perspectives différentes par rapport aux choses et aux événements qui constituent le monde. Et donc ça, c'est très important, très important. Ça veut dire qu'il y a la réalité conventionnelle et la réalité ultime. Le commentaire de Kenshin Kunsan Palden reflète le point de vue Nyingmapa. Donc l'école Nyingma est très très importante. C'est la première école de traduction des textes sanscrits vers le tibétain qui a commencé vers le 8e siècle grâce à l'abbé Shantarakshita et Trisong Detsen, le roi tibétain. Donc c'est une école extrêmement importante dans le bouddhisme tibétain. L'une des caractéristiques de ce style de présentation apparaît clairement dans un commentaire du Madhyamaka Lamkara de Shantarakshita, effectué par Mipam, un très grand maître du début du 20e siècle, fin du 19e, début, il y a la note en dessous. Très bien. Où celui-ci fait une distinction entre la façon dont le Prasangika Madhyamaka d'une part et le Swatantrika Madhyamaka d'autre part comprennent les deux vérités. Donc là, c'est très difficile. Très difficile. Il affirme toutefois que selon ces deux écoles, la vérité ultime étant hors de portée de l'intellect, elle ne peut être considérée comme un objet perceptible par l'intellect. Tout objet perceptible par l'intellect doit nécessairement être perçu comme relatif et conventionnel. Donc ça, c'est intéressant. Pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça que, comme disait Roger, là, dans le texte qu'il nous a envoyé avec Einstein, il disait à un moment donné, il faut s'arrêter de penser pour trouver. Oui. Alors, c'est un grand sujet de débat. C'est un grand sujet de débat. Ça fait des siècles qu'on débat là-dessus. Et il y a, en effet, par exemple, si on lit Knowledge and Liberation de Anne Klein, c'est magnifique, parce que justement, elle essaie de montrer comment est-ce que la conception a un ancrage dans la réalité. Et donc, en effet, on pourrait dire que les tenants Gelugpa sont peut-être en marge de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est vrai que dans les traditions indo-tibétaines, et surtout chez les Tibétains, il y a plusieurs écoles, donc Nyingma, Sakya, Kagyu, qui sont plutôt proches sur ce point de vue-là, comme quoi il faut en effet arrêter de penser à un moment donné pour être dans la réalité. Et dans le zen, c'est un petit peu le même principe, c'est plus intuitif. Dans le zen, on essaie de comprendre la vacuité de manière plus intuitive, on n'essaie pas nécessairement de passer par des raisonnements. Alors que dans la tradition indienne, la tradition sanscrite de Arya Nagarjuna, Shantideva, etc., on voit qu'ils utilisent un grand renfort de raisonnement. Et donc, ça veut dire que c'est pour quelque chose.
Si les raisonnements, si la raison, l'intellect étaient contre-productifs, on se dirait, mais pourquoi il y a ces traités dialectiques d'Ali Nagarjuna, pourquoi ils se prennent le chou, en fait, entre guillemets, à essayer d'écrire, de composer ces textes dialectiques. Et donc, c'est là, justement, où il y a des débats là-dessus. Et donc, si vous lisez The Two Truth Debate, par exemple, c'est de Sunan Takche, un érudit tibétain qui compare le point de vue de Lama Tsongkhapa avec celui de Gorampa, qui est dans la tradition Sakyapa, et qui, en fait, est un petit peu l'illustration de ce que pensent les autres maîtres dans les autres traditions Nyingma, Sakya, Kagyu. On voit des développements vraiment très, très importants. On verra que, en effet, Lama Tsongkhapa et donc l'école Gelugpa est plutôt en marge par rapport à ce que disent les autres écoles et semble se rapprocher de ce que disent les maîtres indiens de la tradition sanskrite. Justement, quand on voit Arya Nagarjuna, Chandrakirti avec leur traité dialectique, c'est immense les raisonnements qui sont employés, immense. Ça veut dire que pour eux, la conception peut pointer du doigt la vacuité. Comme on a dit tout à l'heure, oui, Mina. Non, je voulais juste me faire un tantinet provocatrice. Oui. Je peux. En fait, je réfléchissais. On dit que, enfin, il est dit dans ce texte en tout cas, que l'intellect finalement trouve ses limites, d'accord? Et que la perception de la vérité ultime ne peut pas, le facteur intellectuel biaise en fait cette perception, d'accord? Ça veut dire donc que l'intellect, en réalité, malgré toutes les réflexions, toutes les pensées philosophiques, etc., elle nous mène finalement à une voie sans issue qui est peut-être aussi une forme d'ignorance. D'accord? Donc, est-ce que ça veut dire que, en fait, pour percevoir la vérité ultime, est-ce que l'intellect est nécessaire pour faire ce premier cheminement? Et peut-être qu'il est nécessaire aussi, à un moment donné, de lâcher l'intellect pour accéder à une autre réalité de nos potentialités, pour percevoir une forme de réalité qui nous échappe par l'intellect. Alors que ce soit par l'intuition ou par un autre biais, mais en tout cas, peut-être qu'il est possible de percevoir une vérité ultime par un autre médian, en fait, par un autre... Exactement. C'est le même principe que quand vous êtes en vacances dans un village que vous n'avez jamais vu, vous cherchez une boulangerie, donc vous allez demander votre chemin à un passant qui va vous dire première à droite, deuxième à gauche, etc. Tout ça, c'est uniquement de l'ordre conceptuel. C'est uniquement de l'ordre conceptuel. La personne vous indique le chemin, à droite au feu rouge, à gauche au stop, etc. Après l'église, vous tournez à gauche, etc. En fait, vous n'avez jamais vu cette église, vous n'avez jamais vu ce feu rouge, vous n'avez jamais vu ce stop, etc. Vous n'avez jamais vu cette boulangerie. Mais grâce aux indications de cette personne, grâce à cette conception, c'est uniquement conceptuel, vous finissez par voir directement la boulangerie. Ouais. Ça nous est arrivé plein de fois, en fait, hein, quand on était en vacances. La première chose que moi je recherche, c'est une boulangerie ou un salon de thé. Et donc, en fait, ça nous arrive plein de fois. Et en fait, puisque la vacuité n'est pas un phénomène manifeste, parce que si c'était un phénomène manifeste, est-ce qu'il y aurait besoin de venir le dimanche soir pour étudier l'art de la sagesse, Shantideva? Est-ce que Shantideva aurait besoin de composer le Bodhisattva Chalavatara, le 9e chapitre, Nagarjuna, et le Bouddha, comment le Bouddha aurait eu besoin d'enseigner la perfection de sagesse en 100 000 versets pour indiquer la vacuité, pour parler de la vacuité? Puisque si c'est un phénomène direct, un phénomène évident, il n'y a pas besoin d'écrire des livres sur la couleur rouge. Il suffit de la voir. Ouais. Très bien. Mais je trouve que Mina, tu as dit quelque chose d'important, c'est le mot ignorance. Oui. Parce que pour moi, c'est très important, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah alors, ça va venir. Donc, on se remet dans un processus d'ignorance et de babacool, et puis c'est pas l'objectif non plus. Donc, il y a tout ce raisonnement qui est à faire aussi, qui est super important. Pour moi, voilà.
En fait, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en effet, le raisonnement, l'intellect, etc., ne sera jamais l'objet lui-même. Par exemple, on ne peut jamais dessiner un mouton, c'est pas possible. Même si le petit prince demande à l'aviateur encore et encore, est-ce que tu peux dessiner un mouton? C'est impossible de dessiner un mouton. On ne peut que dessiner la forme d'un mouton. Et encore, ce ne sera jamais vraiment la forme d'un mouton. Et donc, c'est la preuve même, c'est que quand l'aviateur arrive à dessiner le mouton, c'est parce qu'il dessine la boîte avec les trous pour qu'il puisse respirer. Il n'y a que là où il arrive vraiment à dessiner un mouton. C'est-à-dire que le concept, qui est le dessin, en fait, l'image conceptuelle de l'objet, ne sera jamais l'objet. Exactement comme un médecin aux États-Unis peut opérer un patient qui se trouve en France ou ailleurs avec une machinerie extrêmement sophistiquée. Mais la machinerie ne sera jamais les mains du chirurgien. Par contre, malgré tout, cette machinerie arrive à opérer le patient. Ça, c'est magnifique, ça, c'est ces outils incroyables. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici, l'image que je vois, l'image n'est pas le visage de Mina. L'image ici à côté n'est pas le visage de Rosemary. C'est juste une image sur un écran. Et cette image sur cet écran oriente l'esprit vers la bonne personne. De ce point de vue-là, c'est une cognition valide. Et donc, pour le concept, c'est pareil. Les concepts, s'ils sont maniés à bon escient, peuvent réaliser leurs objets. Ça veut dire que si c'était totalement, on ne pourrait jamais trouver la boulangerie. Si les concepts n'avaient rien à voir avec la réalité, on pourrait nous indiquer encore et encore le chemin. Ça ne fonctionnerait jamais, puisque nos concepts ne seraient jamais en accord avec la réalité. Mais le fait qu'on arrive à trouver notre chemin et à trouver la boulangerie et la voir directement à l'issue de tout ce cheminement conceptuel, direct, etc., c'est que, en effet, c'est la preuve même que les concepts peuvent toucher du doigt la réalité. Mais le concept ne sera jamais la réalité elle-même. C'est pourquoi, au bout d'un moment, il faut arriver, c'est ce que dit Shantideva à un moment donné dans la strophe 34 du chapitre 9, et de ce chapitre-là, il dit quand ni réalité ni non-réalité ne sont plus saisis par l'esprit, libéré des concepts, l'esprit s'apaise. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand la conceptualisation a opéré son effet, a engendré une inférence, le yogi doit simplement méditer sur ce constat, sur cette compréhension, et au bout d'un moment, il n'a plus besoin de l'image mentale et il obtient une réalisation directe, une réalisation yogique de la vacuité. Ça, c'est notre but ultime à tous. Mais disons qu'il ne faudrait pas brûler les étapes et se dire, bon, on va juste un peu réfléchir à la vacuité, en avoir une vague image, et puis on va simplement rester assis sur le coussin, méditer sur la vacuité sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il faut avoir d'abord une inférence valide. Une inférence, c'est une déduction logique qui emploie des raisonnements, etc., qui certifie un phénomène qui n'apparaît pas directement à nos yeux. Et donc, on n'a pas d'autre solution que d'employer le raisonnement. Et ensuite, bien sûr, le raisonnement a ses limites, puisqu'il doit être transcendé dans la perception yogique directe. Mais le jour où on aura ça, là, ce sera une réalisation immense. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisation conceptuelle. Dans la tradition bouddhiste, dans toutes les écoles bouddhistes, il y a ces deux réalisations, inférentielle et directe. Ouais. Et donc ça, c'est un gros débat, bien sûr, puisque certains maîtres disent non, vu que le concept ne sera jamais l'objet lui-même, vu que le dessin ne sera jamais le mouton lui-même, ça ne sert à rien de dessiner. Ça ne sert à rien de réfléchir. Ça ne sert à rien d'analyser. Il faut simplement rester assis et essayer de méditer la vacuité, mais comment est-ce qu'on fait si on n'a pas des empreintes suffisamment développées, issues du passé, etc. Comment est-ce qu'on fait? On pourrait très bien confondre la vacuité d'existence inhérente avec la vacuité de thé dans ma tasse. Puisque c'est toujours la vacuité, c'est toujours vide de quelque chose. Si on ne sait pas de quoi c'est vide, il y a beaucoup de gens qui confondent la vacuité d'existence inhérente et la vacuité d'existence. C'est pour ça qu'ils sombrent dans le nihilisme. Ou ils ne certifient pas ce que veut dire existence inhérente et ils comprennent par exemple l'existence simplement véritable du point de vue des soi tantrika. Et donc ils réfutent quelque chose, mais pas assez. C'est comme ce scalpel en fait, ce scalpel qui est censé enlever le mélanome. Soit on n'enlève que la partie superficielle, soit on coupe le bras tout entier. Et donc c'est parce qu'on n'a pas le juste milieu, on n'a pas la juste inférence, on n'a pas la juste compréhension. Dans la noble octuple voie enseignée par le Bouddha, il y a samyak drishti, ça veut dire la juste compréhension, la vue juste. Et donc c'est une compréhension intellectuelle, ça commence par cela.
Et ça, c'est passionnant, parce que c'est pour ça il y a tous ces raisonnements, cette épistémologie bouddhiste, justement, pour essayer de montrer que, en effet, on ne peut pas simplement se dire, OK, on arrive pour la première fois dans un temple pour obtenir la réalisation de la cessation de la souffrance, etc. On nous dit, pour la première fois, méditer sur la vacuité. OK, merci, ciao, au revoir. Sur quoi on va méditer? On ne sait pas sur quoi méditer si on ne sait pas ce qu'est la vacuité, ce que veut dire vide d'existence inhérente. Ouais. En fait, le raisonnement est nécessaire pour accéder au dépouillement total. Oui. Et c'est tout l'intérêt finalement de cette démarche bouddhiste. Mais ça crée du chaos quand même, hein. Le dépouillement ne se fait pas en douceur. Oui, c'est dévastateur. C'est dévastateur, c'est ce que dit l'un de mes enseignants, Geshe Losel. Il dit c'est dévastateur. Ouais. Je confirme, c'est dévastateur. Et après, c'est tout l'intérêt de se reconstruire sur des bases nouvelles, mais qui sont compliquées, parce qu'on en a le ressenti, on en a l'intuition, mais ça demande un effort, ça demande une présence à soi et une présence à nos paroles, à nos pensées. Donc ça demande un effort d'être. Et ça nous invite à sortir d'une forme de rêverie. On se laisse porter comme ça par les choses. Et je reconnais que c'est très, très chaotique. Et en même temps, quand on se dépouille, quand toutes ces réflexions philosophiques, qui rejoignent d'ailleurs beaucoup la physique quantique, j'y m'y intéresse un peu, donc vraiment, on peut vraiment faire un parallèle entre l'esprit tel qu'il est perçu par le bouddhisme avec la perception du réel et l'observateur qui modifie le réel, entre autres, etc. Et le cheminement personnel qu'induit le bouddhisme. À un moment donné, on se dépouille au point où il y a des peurs qui persistent, parce que si on se dépouille, on a l'illusion qu'on n'est plus rien et qu'on n'existe plus. Oui, ça pourrait être dangereux. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça pourrait être dangereux. Ça, c'est fondamental de certifier l'objet de négation. C'est vraiment la base, oui. Et en même temps, voilà. Et en même temps, ce que ça révèle, en tout cas moi, ce que je comprends, c'est que on parlait d'ignorance tout à l'heure, alors peut-être qu'on n'y met pas les mêmes choses, mais d'avoir ce cheminement intellectuel qui est nécessaire pour comprendre de quoi on parle, et notamment de la vacuité, avoir ce cheminement-là, finalement, nous amène à un stade qui est celui de l'ignorance, et peut-être que c'est... Et voilà, et peut-être qu'il faut passer à autre chose au travers d'une pratique. Voilà, donc c'est tout ça. Voilà, pardon, hein, c'est tout ça, c'est tout ce qui m'apparaît à la lecture de ces. C'est important ce que tu dis. Parce qu'en effet, on pourrait, comment dire, simplement réfléchir pour réfléchir. Et réfléchir simplement pour réfléchir parce qu'on ne sait pas quoi faire, et donc il faut analyser, et donc faire de la philo simplement pour réfléchir. Et là, oui, ce serait une forme d'errance, d'un certain point de vue. Normalement, la réflexion doit avoir un cap. Pourquoi est-ce que je réfléchis? J'essaye d'observer ma véritable nature. Est-ce qu'il y a une nature qui est au-delà des simples apparences? Est-ce que les apparences sont réelles? Est-ce que ce qui se donne à voir est exactement de la façon dont ça existe ou pas? Donc, il doit y avoir, bien sûr, c'est très structuré. C'est vrai que dans les textes, il y a, quand on parle de vipassana, la vision spéciale ou la vision profonde, c'est avec des raisonnements extrêmement sophistiqués, mais extrêmement construits, en fait. Normalement, si on suit ces étapes-là et qu'on essaie d'y réfléchir, il y a normalement de grandes chances qu'on arrive à voir à peu près de quoi il s'agit, mais parce qu'on y passe du temps et parce que
c'est libérateur, c'est vrai que c'est quand même libérateur de se dessaisir de certaines crispations qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport aux événements, etc. On est beaucoup plus cool en fait, on n'est pas baba cool comme disait Claudine, mais on est plus cool parce que c'est fondé sur le raisonnement. Un baba cool, c'est plutôt ouais, le Bouddha a raison, j'ai lu une citation sur Facebook du Bouddha, ça se trouve elle était prononcée par Spinoza, on n'en sait rien. Mais ça me convient, ça me parle, donc ça me convient pour vivre ma vie un peu plus cool, etc. Mais c'est très instable, c'est très instable. Alors que si c'est structuré, qu'on essaie de remettre en question les apparences, la solidité de notre identité, etc., c'est plus cool et en même temps, on ne cesse pas d'exister pour autant. Au contraire, on est pleinement attentif des relations interdépendantes, en fait. Hein. Notre identité continue d'exister mais on la comprend comme étant purement conventionnelle. On est un père parce qu'on a un enfant, on est un fils parce qu'on a une mère ou un père, on est un frère parce qu'on a des sœurs ou des frères, etc. Donc nos relations sont interdépendantes et existent. Notre identité est purement dépendante et elle existe. Est-ce Parce qu'elle que... existe. Pardon. Non, c'est bon. Non, je disais parce que je sais que j'avais lu, je sais plus où, qu'en fait, quand on étudie le bouddhisme, ils parlent d'ailleurs, ils font une différence entre les contemplatifs et les hommes dits ordinaires, et même dans les contemplatifs, ils les subdivisent en personnes avec une certaine intelligence. Alors après, je ne sais pas de quelle intelligence ils parlent, mais du coup, voilà, il y a quand même une petite différence qui fait que voilà, il y a les personnes ordinaires et après ceux qui vont aller plus loin. Donc, je pense que ce sont les méditants, je suppose, qu'on met dans les contemplatifs. Et après, en fonction des capacités peut-être intellectuelles, je ne sais pas hein, si c'est ce qu'on peut dire, chacun va progresser selon son rythme. On n'a pas Oui. tous le même rythme et peut-être on va devoir revenir plusieurs fois pour atteindre le rythme d'un autre. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement, c'est ce qu'on verra dans la suite du texte. En effet, parce que parmi les contemplatifs, en fait, il y a des vues philosophiques différentes. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens qui se posent des questions, est-ce que la réalité est vraiment fondée ou pas? Est-ce que les apparences sont fondées sur le mode d'être ou pas? Et donc, bien sûr, le Bouddha a été un grand pédagogue, donc il a essayé de répondre à différents auditoires, essayé d'adapter à ces différents auditoires. Il n'a pas nécessairement donné le médicament le plus cher et le plus rare à quelqu'un qui avait juste un rhume. Donc, il a donné exactement ce qui pouvait convenir à quelqu'un en fonction de ses dispositions naturelles, de ses capacités naturelles et de ses aspirations naturelles, en fait. Hein. Quand on parle des différents niveaux, il y a ceux qui ont des facultés plus émoussées ou des facultés plus aiguës, etc. Mais ça, c'est très relatif hein, d'une existence à l'autre. Et en effet, il y a différents points de vue en fonction de ces différents types d'individus. Donc, c'est pour ça qu'on a les Vaibhashika, les Sutraka, le Chittamatra, le Madhyamaka. C'est pour ça qu'on a ces écoles-là. Et si on étudie ces écoles, on verra qu'en effet, les écoles plus subtiles peuvent remettre en question des points de vue mentionnés par les écoles plus basiques. Parce que c'est plus cohérent, tout simplement. Ça tient plus la route. C'est-à-dire que si, par exemple, on a les Vaibhashika qui parlent des vérités ultimes comme étant des particules indivisibles, sans dimension spatiale, du point de vue actuel de la science, on peut le remettre en question. Donc, il n'y a même pas besoin d'être Sautrantika ou Chittamatra pour remettre en question cela. On peut en effet dire non, il n'y a pas la brique fondamentale de l'univers, c'est plus l'atome, par exemple. L'atome a été dépassé depuis longtemps. Maintenant, on parle plutôt des cordes ou des quarks, etc. Donc, et même, est-ce qu'une corde, est-ce que la théorie des cordes ou des quarks, est-ce que c'est ça qui fait que ce serait la brique fondamentale constitutive de l'univers? On peut se poser la question, en fait. Hein. On peut encore diviser, subdiviser, etc. Il n'y a pas à un moment donné où on trouve la particule zéro, par exemple. Ça, c'est très difficile. Et donc, en effet, on peut voir qu'il y a des points de vue différents. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite du texte, en effet. Oui, exactement. Très bien. Très, très bien. OK. Et donc, justement, Sainte parle de la compréhension intellectuelle, parce que ça fait vraiment partie du débat, c'est vraiment fondamental. Et c'est le passage qui suit. Réalité et compréhension intellectuelle. Parmi les commentateurs tibétains, il y a deux interprétations différentes, on en parlait tout à l'heure. Du vers, la vérité ultime est hors du domaine de l'intellect.
L'une consiste à envisager la vérité ultime de deux points de vue différents et à insister sur le fait que cette vérité ultime se trouve hors de portée de l'intellect, de la faculté de connaissance d'un être ordinaire. C'est l'interprétation de Kenshin Kunzan Palden, donc de la tradition Nyingma. Donc, ça veut dire que l'intellect ne suffit plus. Au bout d'un moment, il faut tout simplement aller dans la réalisation directe de la vue, mais la vue du point de vue des tantras, en fait. Quand on parle de la vue avec un V majuscule, dans la tradition Nyingma, telle que les interprètent les grands maîtres, comme Longchenpa, etc., leur vue est presque du point de vue des tantras, en fait. Ils ne parlent pas nécessairement de cette distinction entre les sutras et les tantras. Ils parlent d'une harmonisation, en fait, de la vue du point de vue des tantras. Donc, eux, ils parlent de la vue de l'esprit, en fait, de ce qui transcende l'esprit. C'est Rigpa, la nature de l'esprit. Et donc, pour eux, il faut réaliser Rigpa pour réaliser la vacuité d'un certain point de vue. Alors que pour la Matsongkhapa, non, il n'y a pas besoin de la pratique des tantras pour réaliser la vacuité. La vacuité peut être réalisée de manière inférentielle et même directe dans le point de vue des sutras. Donc c'est là où il y a des distinctions vraiment intéressantes. Donc Sasanté continue, il dit l'autre interprétation nous est livrée par les écrits de Lama Tsongkhapa du XVe siècle. Selon lui, la vérité ultime ne peut être un objet perceptible par un intellect dualiste dont les objets de cognition sont forcément relatifs et conventionnels. En effet, ça veut dire que le dessin du mouton ne rendra jamais hommage au mouton. Jamais la conception ne pourra vraiment rendre hommage à l'objet lui-même. Parce que la vacuité n'est tout simplement pas un concept. La vacuité, c'est un fait, c'est une réalité, c'est une nature, un phénomène. Et donc, on pourra y penser encore et encore. Le concept ne rendra jamais vraiment hommage, ne sera jamais à la hauteur de ce qu'est la vacuité. Mais on pourrait parler d'autre chose. Comment parler du goût de la mangue, de la saveur de la mangue à quelqu'un qui n'en a jamais parlé, qui n'en a jamais mangé? Comment est-ce que la conception peut rendre hommage à la saveur de la mangue? On pourra toujours dire, bah, c'est un petit peu acidulé, ça n'a pas le goût de fraise, c'est plutôt comme ci ou comme ça, etc. On aura une conception de ce que veut dire la saveur de la mangue, etc. Mais cette conception ne rendra jamais hommage, il faut y goûter. Au bout d'un moment, il faut goûter la mangue. Donc c'est le même principe avec la vacuité. Au bout d'un moment, il faut y goûter, mais comme c'est un phénomène caché, il faut passer par des inférences répétées pour la certifier d'une manière vraiment conforme. Et une fois que ce sera fait, on pourra se passer de cette conception et avoir une réalisation mentale directe. Mais là, ce sera vraiment une réalisation immense. Ok. Et donc, en effet, comme dit Lama Tsongkhapa, en effet, l'intellect est dualiste. Pourquoi dualiste? Qu'est-ce que ça veut dire dualiste? Ça veut dire que si vous pensez à la vacuité, en effet, apparaît à votre conscience conceptuelle, mais elle apparaît déguisée avec le costume de Spider-Man, par exemple. Et donc là, ça bloque tout. Donc en effet, si par exemple vous avez, par exemple, je sais pas, votre meilleur ami qui vous fait une farce, etc., et qui vient vous voir avec le costume de Spider-Man, et que quelqu'un vous demande, est-ce que vous avez vu votre ami? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous l'avez vu ou pas? Non, on a vu Spider-Man. Et si vous savez que c'est lui qui est dans le costume, est-ce que vous avez vu votre ami ou pas? Oui, donc vous pouvez dire oui. Vous pouvez dire oui, j'ai vu un tel costumé avec le costume de Spider-Man. Donc, qui sort de la Fashion Week à Paris, qui s'est costumé en Spider-Man en pensant qu'il allait être pris par les journalistes, etc. Enfin bref. Et donc, imaginons ça. Ou à la période de Noël, vous avez, je ne sais pas moi, votre cousin qui s'habille en Père Noël pour faire plaisir aux enfants, etc. Vous savez que c'est lui qui est habillé en Père Noël. Est-ce que vous pouvez certifier que vous avez vu votre cousin ou pas? Oui. Oui. Sauf que vous l'avez vu, mais déguisé. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est apparu d'une certaine manière. Ouais. Il n'est pas apparu de la manière dont il existe. Il n'est pas du tout avec une barbe blanche, habillé avec ce truc rouge et blanc, etc. Ou il n'est pas du tout avec ce lycra en rouge et bleu, etc. de Spider-Man, etc. En réalité, il n'est pas comme ça. Ouais. Mais il apparaît comme ça. Ouais. Très bien.
Et quand on pense à la vacuité, c'est pareil. Quand on pense à la vacuité nous apparaît à notre conscience conceptuelle, mais déguisée avec une généralité de sens, avec un concept. Et elle donne l'apparence d'exister de manière inhérente. C'est la vacuité d'existence inhérente, mais à cause de la conceptualisation, elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente. C'est pour ça que le concept est dualiste. Oui. Et donc c'est là le problème, c'est que tout ce à quoi on pense nous apparaît, mais apparaît déguisé. Et donc n'apparaît pas exactement tel que ça existe. Apparaît déguisé avec cette apparence d'existence inhérente. Ouais. Donc c'est pourquoi, au bout d'un moment, il faut surpasser cette conception de la vacuité et arriver à une réalisation directe. Il n'y a que cette réalisation directe de la vacuité qui est non dualiste. Il n'y a pas du tout d'apparence dualiste dans cette réalisation directe de la vacuité. Pour le Prasangika, ici pour Shantideva, Nagarjuna, etc., toute conscience, quelle qu'elle soit, autre que la réalisation directe de la vacuité, est nécessairement erronée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce déguisement de l'apparence dualiste. Pour toutes les consciences, sauf la réalisation directe de la vacuité. La vacuité, pour la réalisation directe de la vacuité, apparaît toute nue, telle qu'elle est, sans aucun déguisement. Ouais. Et pour toutes les autres consciences, qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient conceptuelles, etc., il y a toujours une apparence d'existence inhérente, qui est bien sûr à cause de notre ignorance. Les objets eux-mêmes n'y sont pour rien. C'est à cause de notre ignorance qui projette cette apparence d'existence inhérente. Ouais. Donc c'est nous qui déguisons les choses, en fait, sans même le savoir. Ouais. Et en plus, non seulement on les déguise, les choses, mais en plus on y croit. Dès que notre cousin, c'est Spider-Man. Ou le Père Noël, etc. etc. Donc non seulement les choses nous apparaissent comme si elles existaient de manière inhérente, mais en plus on les saisit comme existant de manière inhérente. Donc on a ces deux obstacles, ces deux entraves, qui sont le voile cognitif et le voile afflictif. Donc ça, on en reparlera. Et ça, c'est très important, très important. C'est pourquoi la pensée est nécessairement dualiste. Mais elle n'est pas nécessairement fausse. Quand vous pensez à vos chaussures, votre conscience conceptuelle réalise vos chaussures. Donc, elle réalise son objet d'engagement, son objet de compréhension, même si elle passe par un média qui, lui, est erroné. Elle passe par un déguisement. Mais malgré tout, vous savez très bien que votre conscience conceptuelle réalise vos chaussures, quand vous pensez à vos chaussures, oui. C'est-à-dire que la conception, elle est erronée, mais elle n'est pas nécessairement fausse. Elle ne se trompe pas nécessairement à ce qu'elle est censée comprendre. Ouais? Très bien, bravo, bravo. Excellent. Ça, on y reviendra aussi. Ok. Très bien. Ok, donc on a parlé de dualité. Ok, très bien. Donc, elle est au contraire l'objet d'une perception, d'une expérience directe totalement dépouillée d'élaboration et de concepts dualistes. Par conséquent, Tsongkhapa définit également les deux vérités sur la base de perceptions différentes. Donc ça, normalement, tous les Gelugpas sont d'accord à la suite de la mode Tsongkhapa, sont d'accord avec ça. Et donc, ils donnent des définitions des deux vérités, comme quoi, en effet, ce sont les objets des cognitions valides, conventionnelles et ultimes, respectivement. Très bien. Selon lui, nous pouvons considérer la deuxième stance du chapitre 9 comme la définition des deux vérités. La réalité ultime, désignée comme échappant au domaine de l'intellect. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, l'intellect ne pourra jamais rendre hommage à la vacuité. Est une définition de la vérité ultime, envisagée par Shantideva comme un aspect de la réalité, objet d'une perception directe totalement dépouillée d'élaboration dualiste et conceptuelle. Ça veut dire que la définition de la vacuité, on pourrait dire, c'est le phénomène qui est réalisé directement par une réalisation yogique. Ouais, ça veut dire que c'est une réalisation yogique ultime. C'est-à-dire que c'est une réalisation yogique, ça veut dire que c'est mental, c'est une conscience mentale. Si on fait la distinction entre conscience sensorielle et conscience mentale, une réalisation yogique, c'est comme une clairvoyance. Les clairvoyances, c'est pas les yeux, les oreilles, etc. qui perçoivent. Même si on parle de clairaudience, clairvoyance, en réalité, c'est notre conscience mentale qui perçoit directement. Et donc, pour la réalité ultime, pour la vérité ultime, c'est aussi une conscience mentale. La réalisation yogique directe, c'est notre conscience mentale qui réalise directement quelque chose. Et pour la vacuité, c'est ça, en fait, c'est ce qui est réalisé directement par une conscience, une réalisation yogique directe ultime. Ouais. Et donc, ça veut dire que la vacuité se montre telle qu'elle est. Il n'y a aucune apparence dualiste.
Il n'y a aucune apparence dualiste, sujet-objet. Le sujet et l'objet sont mêlés l'un à l'autre, comme de l'eau claire versée dans de l'eau claire. C'est-à-dire que la personne qui est en réalisation directe de la vacuité ne peut pas distinguer sa conscience de la vacuité. Les deux sont mêlés l'une dans l'autre. Ouais. Et il n'y a pas d'apparence dualiste des phénomènes conventionnels, puisqu'on est dans l'ultime, il n'y a qu'une vérité ultime qui apparaît, il n'y a aucun phénomène conventionnel qui n'apparaît. Donc il n'y a pas d'apparence dualiste des conventions, et il n'y a pas l'apparence dualiste de l'existence inhérente, puisque la vacuité se manifeste toute nue, telle qu'elle est, il n'y a pas du tout le déguisement de l'apparence d'existence inhérente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas les trois apparences dualistes. Ouais. Très bien. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des remarques? Oui. C'est plus une remarque. C'est pas de la provocation, hein. C'est juste une remarque. Il y a des gens qui font notamment des gens qui sombrent dans un coma et qui font comme ça des expériences un peu extraordinaires. Alors, je ne vais pas non plus partir dans des délires, mais il y a quand même certaines personnes qui disent que n'étant plus dans leur corps, elles ont eu, elles l'ont vécu, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent c'est difficile, le retour à la vie, à la matière est difficile, parce qu'en fait, elles disent qu'elles étaient à la fois tout, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de corps, mais elles se sentaient, c'est très difficile à expliquer, même elles d'ailleurs, ces personnes-là ont du mal à l'expliquer, mais elles disent, à un moment donné, j'étais tout et j'étais rien, mais je suis, voilà, sans forme ni pensée. Mais est-ce que ça, alors je ne sais pas si les bouddhistes l'ont étudié, mais je suppose qu'il y a quand même des bouddhistes qui ont dû vivre ce genre de choses, soit à partir d'un coma, soit à partir d'une expérience yogique. C'est une réalité de l'esprit. Ouais, ça coupe. Ah. Allô, oui. Tu m'entends plus? Ça coupait. C'était assuré. Ah, pardon. Sur la fin, qu'est-ce que tu disais sur la fin? Les bouddhistes, est-ce que les bouddhistes ont cette expérience? Voilà. Je disais que, est-ce que les bouddhistes ont, est-ce qu'il existe des témoignages de bouddhistes qui ont vécu soit des comas ou alors des expériences yogiques très poussées qui les ont amenés à vivre ce type d'expérience sans que ce soit une illusion, sans que ce soit un jeu de l'esprit. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de descriptions hein, dans la science contemplative bouddhiste par rapport à différents niveaux de méditation, par exemple, le niveau de concentration, de la forme et surtout du sans forme. Les niveaux de concentration où il n'y a plus du tout de forme manifeste. Et donc, c'est très difficile à imaginer en fait hein, ces états-là, puisque c'est des états de concentration, de focalisation extrêmement paisibles qui durent des milliards d'années, etc. Et où il n'y a plus du tout de forme. Et donc, ces devas, ces déités sont dans ces niveaux de concentration extrêmement, sont presque persuadés d'avoir obtenu le nirvana, la libération, etc. Mais après, c'est vrai que le coma n'est pas très étudié, ça mériterait d'être plus étudié dans la tradition bouddhiste, mais certaines formes les délocs, par exemple, certains, comment ça s'appelle, délocs, ça veut dire qui sont passés, qui sont revenus. Donc comme un peu des expériences de mort, de mort imminente, mais c'est encore quand même différent parce que la personne quitte son corps à un moment donné et peut se déplacer dans certains endroits, etc. Elle a toujours un corps mental, mais elle peut ne pas le ressentir. Elle peut avoir l'impression d'être en effet, d'avoir une forme d'expansion de conscience. Donc ça, en effet, ça c'est étudié maintenant de plus en plus chez les scientifiques et ça mériterait d'être étudié un peu plus chez les bouddhistes aussi. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça n'est pas une expérience de vacuité. Ah non, non du tout. Non, non, c'est un type de vacuité, c'est une vacuité d'altérité, ça veut dire mon esprit est vide de pensée ou mon esprit est vide de limites, etc., etc. Mais c'est pas le vide de la vacuité d'existence inhérente. Voilà, je pensais que c'était...
Ouais, c'est comme il y a certains types de vacuité, même pendant la mort. Pendant la mort, le processus de la mort, il y a il y a 4 vacuités qui arrivent, qui sont mentionnées dans les tantras supérieurs. Vide, très vide, tout vide, entièrement vide, etc. Mais ce sont des vacuités d'altérité. Ça veut dire que les niveaux plus subtils de conscience sont dénués des niveaux plus grossiers. Donc c'est une vacuité d'altérité là aussi. C'est pas une vacuité de soi, c'est pas une vacuité d'existence inhérente. C'est comme une tasse de thé, en fait. Une tasse est vide de thé, c'est quelque chose qui est vide d'autre chose. Ouais. Et donc, en effet, c'est pas la vacuité. Ça peut donner l'impression d'être la vacuité. Il y a des gens qui ont des expériences méditatives qui disent qu'ils ont réalisé la vacuité. Mais parce qu'ils ont réalisé une vacuité, un type de vacuité, une vacuité de pensée dans l'esprit, ou une vacuité d'émotions négatives dans l'esprit, etc. Mais c'est pas la vacuité libératrice qui est l'absence d'existence inhérente. Parce que s'ils l'avaient réalisé directement, ils n'auraient plus que très rarement d'affliction. Et ils deviennent des arias. Et là, c'est un niveau de réalisation immense, immense, ouais, et dont on ne chute plus. Quand on obtient l'état d'arya, on ne chute plus dans l'état d'être ordinaire comme nous avons maintenant. Nous sommes ordinaires parce que, enfin, en tout cas, moi, je le suis, vous, j'en sais rien, mais moi, je suis un être ordinaire, j'ai des afflictions, j'ai des graines, des afflictions dans mon continuum qui peuvent survenir encore et encore. Mais un arya a une réalisation tellement puissante de la vacuité que même s'il a encore des graines de ces afflictions dans son continuum, il est très rare qu'il génère ces afflictions. Elles n'ont plus assez de force. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier cette science contemplative du bouddhisme, justement pour faire la part des choses, parce qu'on peut avoir tellement d'expériences en méditation qu'on pourrait être persuadé d'être arrivé au bout. Moi, j'ai déjà discuté sur des forums bouddhistes il y a 10-15 ans en arrière, où je discutais avec quelqu'un qui était persuadé d'être un Bouddha. Et si on émettait la moindre objection, il se mettait en colère. Le gag. Ouais. Donc ça arrive. Ok. Très très bien. Ok. Voyons. On était ici, très bien. Selon lui, nous pouvons considérer donc la réalité ultime, élaboration conceptuelle. Très bien. L'autre aspect de la réalité qui se trouve à la portée de la cognition dualiste est relatif et conventionnel. Ce passage constitue bien une définition des deux vérités. C'est-à-dire que tout ce qui est l'objet d'une cognition valide, d'ailleurs, on avait étudié ça l'année dernière quand on avait vu un petit peu les bases établies, on avait vu que la définition d'un comptable, non, la définition d'un existant. La définition d'un existant, c'est ce qui est observé par une cognition valide. Ouais. Donc, observé par une cognition valide. Donc, ça veut dire que la vacuité est un existant. Pourquoi? Parce qu'elle est observée par une cognition valide ultime. Et une table est un existant parce qu'elle est observée par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Très bien. Donc, ce qui n'est pas observé par une cognition valide n'est tout simplement pas un existant. Donc, on n'est pas en train de dire par notre cognition valide à nous, parce qu'il y a des phénomènes qui existent et qui ne sont pas observés par notre cognition valide à nous, mais qui peuvent être observés par la cognition valide de quelqu'un d'autre. Ouais. Excellent. Super. Donc ça, c'est un thème passionnant. Enfin, moi, j'adore ce thème de la cognition valide parce que c'est justement ce qui nous permet de savoir faire la part des choses au sein même de l'illusion, au sein même de l'apparence illusoire d'existence inhérente. Il y a quand même la possibilité d'avoir des cognitions valides. Par exemple, vous m'apparaissez avec une existence inhérente, vous semblez apparaître comme si vous existiez de manière inhérente. Malgré tout, au sein de cette apparence d'existence inhérente, je peux avoir la cognition valide de qui est qui. Ouais. Et de ce point de vue-là, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas à l'égard de mon objet d'engagement, de mon objet d'observation, mais je me trompe à l'égard de l'apparence. Ouais. Ça va? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez des lunettes roses, tout ce qui vous apparaît comme si c'était rose. Ouais. Même le papier blanc vous apparaît comme s'il était rose. Mais si vous observez ce papier de ce livre-là, et donc vous dites, bah, c'est le papier de l'art de la sagesse, est-ce que vous êtes dans le vrai ou pas? Oui, vous ne vous trompez pas. Vous certifiez la présence du papier de l'art de la sagesse, même s'il vous apparaît comme étant rose, là c'est illusoire, là c'est trompeur en effet, malgré tout vous certifiez la présence du papier de l'art de la sagesse et vous avez une cognition valide conventionnelle au regard de cela.
Même si elle est erronée du point de vue de l'apparence, vous ne vous trompez pas à l'égard de votre objet d'engagement, votre objet de compréhension. Ouais. Oui. D'où la possibilité de s'en sortir de l'ignorance, de sortir de l'illusion. Parce que si toutes nos consciences étaient nécessairement fausses, pour la raison qu'elles sont erronées, dans ce cas-là, ce serait foutu. On ne pourrait jamais rien réaliser et on serait dans le chaos total. Mais non, on peut être en effet dans la cognition valide, au sein de l'apparence d'existence inhérente, au sein du monde erroné, on peut avoir des cognitions valides qui peuvent être erronées, mais pas fausses. Elles sont en accord avec la réalité malgré tout. Ça va? Waouh, magnifique, magnifique. Il y a peut-être 99% des bouddhistes qui ne savent même pas ça. Non, non, j'exagère. Et vous le savez. Ça, c'est Il y a génial. tellement de choses qu'on ne sait pas. Oui, ça relativise. Excellent. Donc ça, c'est très, très important. Lorsque Mipam, dans son exposition du Madhyama Kalamkara de Shantarakshita, commente la stance, la vérité ultime est hors du domaine de l'intellect, il affirme que bien que la simple réfutation de l'existence intrinsèque des phénomènes soit un objet de l'intellect, la vacuité qui est l'union de l'apparence et de la réalité reste inaccessible à l'intellect. Donc ça, c'est parce qu'il prend le point de vue du Dzogchen aussi. Le point de vue du Dzogchen, c'est l'essence pure, l'essence pure de Rigpa, de la nature de l'esprit. Cette essence pure est indivisible de la nature de l'esprit. Donc il y a le vide et l'apparent qui sont une entité indivisible. Donc c'est pourquoi c'est une négation affirmative dans la tradition Nyingma, la vacuité. Ce n'est pas une négation non affirmative. Ok, il est important de noter que lorsque nous parlons ici de vacuité dans le contexte de la marche vers l'éveil de Shantideva, nous prenons ce terme dans l'acception qu'en donnent les sutras. Et donc, du point de vue des sutras, dans les perfections de sagesse, etc., c'est la vacuité d'existence inhérente, c'est la claire lumière objet. C'est de ça qu'on parle, c'est la réalité des choses. On ne parle pas de la claire lumière sujet. Ça, la claire lumière sujet, elle est mentionnée surtout dans les tantras. Mais là, on parle surtout de la claire lumière objet, la vacuité, qui est l'objet de cette claire lumière sujet dans les tantras. Ouais? Très bien. Quand nous abordons la notion de vacuité dans l'acception qu'en donnent les tantras, l'intellect ou la cognition prennent une signification différente. Les tantras parlent de différents niveaux de subtilité dans la réalisation de la vacuité, la claire lumière sujet, et par extension de différents niveaux de liberté par rapport aux élaborations dualistes. Donc ça, c'est vraiment spécifique dans les tantras. Il est également important de noter que les deux vérités englobent toutes les choses et tous les événements, l'éventail complet de la réalité. En d'autres termes, il n'existe pas de troisième possibilité, en tout cas dans les traditions indo-tibétaines, parce que dans certaines traditions sino-japonaises, il peut y avoir une troisième option, l'union des deux vérités. Ok, mais chez nous, en tout cas, dans les traditions indo-tibétaines, il n'y a que deux possibilités. C'est soit une vérité conventionnelle, si ça existe, c'est soit une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime. Ça ne peut pas être l'union des deux ou l'un et l'autre en même temps. Il n'y a rien dans l'espace de la réalité qui n'appartienne à l'une des deux vérités. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit nécessairement une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime. Vous avez deux tiroirs dans une même commode, tiroir vérité conventionnelle, tiroir vérité ultime. Tout ce qui existe doit nécessairement rentrer dans l'un ou l'autre de ces deux tiroirs. Ouais? Ça va? Waouh, bravo, bravo, c'est magnifique. Ensuite, très bien. Donc, est-ce que ça vaut la peine qu'on continue? Ouais, ça peut être intéressant. Des étapes successives pour comprendre les deux vérités. Parce qu'en fait, une vérité conventionnelle, comme on l'a dit, pour les êtres ordinaires, n'est pas comprise comme étant une vérité purement conventionnelle. C'est compris comme étant une vérité, tout simplement. C'est compris comme étant vrai. C'est-à-dire que dans le monde ordinaire, des êtres ordinaires, ce qui est considéré comme faux, c'est par exemple un trompe-l'œil, ou un spectacle de magie, où le magicien coupe sa femme en deux. On sait que c'est faux, sauf s'il y a eu une scène de ménage avant. En général, c'est faux. Très bien, il ne coupe pas sa femme en deux. Ça, il apparaît, sa femme apparaît comme étant coupée en deux. Le trompe-l'œil apparaît comme étant une fenêtre. Mais on se rend compte que c'est faux. Donc dans ce cas-là, ça va. Pour le monde, on arrive à faire la distinction dans le monde ordinaire entre une table ou une vraie fenêtre, une fenêtre qui est la réalité pure et dure, et l'illusion d'une fenêtre. Ça, on arrive à s'en rendre compte. Il n'y a pas besoin de réaliser la vacuité pour ça. Très bien.
Mais c'est pas ce que le Prasangika évoque comme étant faux ou vrai, en fait. C'est beaucoup plus subtil. Il faut réaliser la vacuité pour se rendre compte que même une vraie fenêtre est fausse. Parce qu'une vraie fenêtre donne l'apparence d'être une vérité ultime, alors que c'est une vérité simplement conventionnelle. Donc c'est pas la réalité pure et dure. Ouais. Une fenêtre n'est pas une réalité pure et dure. Elle est aussi fausse qu'un trompe-l'œil, au regard de la vérité ultime. C'est ça qui est intéressant. Mais elle n'est pas totalement inexistante, alors que la fenêtre dans le trompe-l'œil, elle, est totalement inexistante. C'est pas la même chose. Il y a des similitudes et il y a quand même des distinctions, ouais. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est un être ordinaire, qu'on n'a aucune approche de la voie du milieu, la voie médiane, tout ce qui nous apparaît, à part les trompe-l'œil et ce qui est facilement compris comme étant illusoire, un rêve, etc., ça, c'est OK. Et tout ce qui nous apparaît, qui semble euh, exister de son propre côté, qui semble exister de manière inhérente, etc., tout ça est pris pour argent comptant. On adhère à tout ça. On se dit, OK, la réalité, c'est ça. La table existe de son propre côté, j'existe de mon propre côté, les êtres existent de leur propre côté, les ennemis existent de leur propre côté, les amis existent de leur propre côté, les étrangers existent de leur propre côté. Alors qu'en fait, non, c'est en dépendance de notre perspective. C'est tout l'opposé. Et donc, on est dans l'illusion totale. Et donc, on ne réalise pas que les vérités conventionnelles sont conventionnelles. Pour réaliser qu'une vérité conventionnelle est conventionnelle, il faut avoir compris la vacuité. Si on a compris la vacuité, on a écarté l'existence ultime de ces phénomènes, on comprend qu'ils ne sont que conventionnels, qu'ils ne sont que relatifs, puisqu'on a éliminé leur existence absolue ou ultime. Ouais. Donc c'est exactement la même chose que si par exemple vous êtes au cours d'une soirée et quelqu'un vous parle d'une autre personne, vous dit tiens, est-ce que tu as rencontré mon boulanger? Ah non, vous dites non, j'ai juste rencontré Jean-Jacques, etc. J'ai discuté avec lui. Et après, la personne vous dit, mais si, mais Jean-Jacques, c'est mon boulanger. Donc, ça veut dire que vous étiez en train de discuter avec le boulanger sans savoir qu'il était boulanger. Ouais. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de traiter avec des vérités conventionnelles sans, si on est un être ordinaire, sans l'approche de la voie du milieu, on traite avec des vérités conventionnelles sans réaliser que ce sont des vérités conventionnelles. On ne réalise que ce sont des vérités conventionnelles qu'une fois qu'on a éliminé l'existence ultime. Ouais. Excellent, bravo, bravo, bravo. C'est magnifique, magnifique. Ça, c'est très important, très important. Ok. Et donc, en fait, c'est pourquoi ici, on a ce même terme de vérité conventionnelle et vérité ultime, en fait. Mais c'est très trompeur, parce que quand on dit vérité conventionnelle, c'est vrai au regard de l'ignorance. C'est vrai au regard de l'ignorance. Et ce qui est vrai au regard de l'ignorance, c'est vrai ou pas? Ben, c'est quand même vrai, mais d'un point de vue conventionnel. Hein. Si on dit que c'est vrai au regard de l'ignorance, si par exemple on a le 24 décembre quelqu'un qui s'habille en Père Noël, etc., et nous on le prend pour être le Père Noël, est-ce qu'on se trompe ou pas? Oui, on se trompe. Oui. Oui. Donc ça veut dire que ce qui est vrai au regard de l'ignorance est faux. Oui. D'accord. Ouais. Si par exemple on est persuadé que, je sais pas moi, l'art de la sagesse devrait s'écrire L-A-R-D, de la sagesse, et qu'on est persuadé que c'est ça, que c'est la réalité, on se trompe. Donc ça veut dire que l'art de la sagesse L-A-R-D, c'est faux, puisque c'est vrai au regard de l'ignorance. Donc c'est faux. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'une vérité conventionnelle, elle est vraie au regard de l'ignorance, donc elle est fausse puisqu'elle est vraie au regard de l'ignorance. Alors que la vérité ultime, elle est vraie au regard de quelqu'un qui ne se trompe pas, de quelqu'un qui réalise directement la vacuité. Donc elle est vraie. Ça ne veut pas dire qu'elle est réelle dans le sens où elle aurait une existence réelle. Elle est vraie, mais elle n'a pas d'existence véritable puisqu'elle est dénuée de vacuité. Avoir une existence véritable, ça veut dire pouvoir être trouvé dans sa base d'imputation, avoir une existence, etc. Rien n'a d'existence véritable. Elle est vraie, mais elle n'a pas d'existence véritable, la vérité ultime, la vacuité. Donc elle porte bien son nom quand on dit vérité ultime. Elle est vraie, ça va. C'est vrai. Elle se montre telle qu'elle est. C'est ça que ça veut dire. Elle se montre sans le déguisement. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'elle est vraie. Alors que tout le reste se montre avec un déguisement. Et donc c'est faux.
Et donc, c'est vrai uniquement pour l'ignorance. Quand les enfants voient votre cousin habillé en Père Noël, ils le prennent pour le Père Noël. Et donc, pour leur candeur, c'est vrai. Mais en réalité, c'est faux. Il n'est pas le Père Noël. Ouais. Donc, c'est très trompeur quand on a Satya Dvaya, les deux vérités ou les deux réalités Satya. Samvriti Satya pour vérité conventionnelle. Paramartha Satya pour vérité ultime. C'est le même mot, Satya, vérité, mais avec un sens totalement opposé. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas s'y tromper. Ouais, c'est très important. En tout cas, bravo, bravo, parce que c'était très technique ce soir et ça le sera régulièrement. Oui, Vous l'avez compris, ce que j'ai pu voir. c'est assez technique, vous vous en êtes rendu compte. Donc, c'est d'autant plus admirable de votre part de vous accrocher, parce que ce n'est pas évident. Mais c'est extrêmement utile d'après ce que disent les maîtres, en tout cas. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Lika. Merci à tous. Excellente semaine à vous. Merci. Bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir.